Au chapitre de l'actualité, en République démocratique du Congo, l'atteinte de l'objectif zéro enfant dans les sites miniers pointe à l'horizon. Ce sont 91% des enfants identifiés dans les mines artisanales qui ont déjà été réinsérés. Le groupe AGL entend favoriser l'innovation, la création d'emplois et le développement des compétences locales. Pour cela, YIRI accueillera tous les acteurs de l'innovation, les collaborateurs et partenaires de African Global Logistics. Les travaux du 6e colloque international de l'université Félix Houphouët-Boigny sur la gouvernance et l'innovation se sont achevés. Le colloque a pris fin avec une soirée de gala au cours de laquelle il y a eu des remises de certificats de participation. Et à l'occasion de la journée internationale contre la drépanocytose, des activités de formation et de sensibilisation ont été menées en Côte d'Ivoire. On en sait davantage dans ce journal. Et bienvenue à tous et merci de choisir Business 24 pour vous informer. Nous démarrons en République démocratique du Congo où l'on tend vers l'objectif zéro enfant dans les sites miniers aux provinces du Haut-Katanga et de Lualaba. Un travail de longue haleine qui réalise le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. 91% des enfants identifiés dans les mines artisanales ont déjà été réinsérés dans les écoles et la reconversion économique de leurs parents et des jeunes, soit un total de 6250 ménages dans l'agrobusiness est en cours dans les deux provinces. Un reportage de Ravanelli Ntouba et Freddy Lumbala. Lutter contre le travail des enfants dans des mines, c'est le cheval de bataille du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement cobalt, Pabea Cobalt. Un programme financé par la Banque africaine de développement. Lors d'une conférence de presse organisée le lundi 17 juin à Kinshasa, Madame Alice Mirimo, coordonnatrice de cette structure, a soulevé les efforts fournis pour combattre ce fléau. Ceci sous l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En tout cas, les quelques sites que nous avons visités, où moi j'ai été il y a 3 ans, je n'ai vu aucun enfant. Il n'y avait même pas de femmes. Les femmes qui préparaient pour nous les Maléwala n'étaient plus dans les sites. Et ces inspecteurs-là de SAEMAP, donc du ministère des Mines, ils sont présents là-bas. Même nous, pour entrer pour la mission, on devait négocier ça. Parce que si tu n'as pas une carte de creuseur, tu ne peux pas entrer dans les sites miniers aujourd'hui. Donc le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. C'est un phénomène qui ne plaît à personne. Selon Philippe Ngwala, coordonnateur national du Fonds social de la RDC et pilotage technique du projet Pabea Cobalt, ce dernier a réalisé des résultats remarquables entre l'année scolaire 2022 et 2024, au cours de laquelle 91% des enfants travailleurs dans les mines artisanales de cobalt, dans le Haut-Katanga et au Lualaba, ont non seulement retrouvé le chemin de l'école, mais ont aussi été pris en charge sur le plan sanitaire, psychologique et de leur enregistrement à l'état civil. Les équipes sont allées sur terrain, les enfants ont été identifiés ainsi que leurs familles. Et il y a même des outils numériques qui ont été utilisés, notamment l'identification faciale pour éviter toute forme de données biaisées. Les chiffres sont là. La cible du projet Pabea Cobalt était sur 14 850 enfants. 16 845 ont été identifiés. 13 587 sont sortis des mines et sont dans les écoles. Rappelons que l'objectif principal du Pabea Cobalt est de retirer les enfants des conditions de travail dangereuses dans les mines et leur offrir une éducation de qualité. L'actualité se poursuit en Côte d'Ivoire avec la transformation digitale. Favoriser l'innovation, la création d'emplois et le développement des compétences locales et accompagner les startups. Ce sont entre autres les objectifs de la mise en place du Centre d'innovation digitale du groupe AGL, African Global Logistics, son nom YIRI ou Arbre en malinké. La cérémonie d'inauguration a été faite en présence du ministre du tutelle. Zénab Dosso et Richard Akeke nous font découvrir les dimensions de ce centre.
Du nouveau, à Abidjan, un arbre planté au cœur de la commune de Marcory. Pas un arbre de forêt, mais un arbre d'innovation. Yiri, c'est en malinké. Il s'agit du centre d'innovation régional de AGL, Africa Global Logistic, acteur majeur de la logistique en Afrique. D'une superficie de 247 mètres carrés, ce centre d'innovation comprend des bureaux, des salles de formation modulables et un espace détente, entre autres, qui doivent leur appellation à des icônes. Le centre ambitionne de stimuler la créativité auprès des acteurs de l'écosystème du digital et d'accompagner le développement des startups en Côte d'Ivoire et en Afrique. Inauguré ce jour, toutes les parties prenantes, notamment les responsables d'AGL, y fondent beaucoup d'espoir. Il symbolise pour nous, comme sous l'arbre à palabres, un lieu de réflexion, de concertation, où sont prises les décisions les plus importantes de la société. C'est aussi un endroit où les contradictions s'expriment, où les idées s'entrechoquent pour laisser émerger les solutions les plus innovantes, permettant in fine de faire progresser toute la société. Yiri est un projet qui s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien, celle d'accélérer le développement de l'économie numérique en tant que secteur transversal. L'intérêt de mettre l'accent sur l'entrepreneuriat comme l'une des solutions à la problématique de l'insertion des jeunes, mais un entrepreneuriat qui est tourné vers des solutions innovantes en cohérence parfaite avec les enjeux de développement de notre pays. Nous sommes obligés de nous doter d'infrastructures nécessaires pour préparer au mieux les populations et particulièrement les jeunes à ces mutations. Le centre Yiri, qui va naître aujourd'hui, est une réponse concrète. La cérémonie d'inauguration du centre d'innovation Yiri était l'occasion de lancer un appel à candidature du programme Accelerate, premier programme Open Innovation de Yiri. On lance en effet l'appel à candidature dès aujourd'hui. L'appel à candidature se terminera fin juillet. La première cohorte est attendue. Du coup, 5 startups seront sélectionnées pour entrer au sein du centre d'innovation à partir de septembre. AGL, Africa Global Logistic, est l'opérateur logistique multimodal de référence en Afrique. Ouvert le jeudi 13 juin 2024 à Abidjan, les travaux du 6e colloque international de l'université Félix Houphouët-Boigny sur la gouvernance et l'innovation se sont achevés le vendredi dernier. Il s'agissait pour les participants venus de plusieurs pays du monde de faire la lumière sur les développements et les défis liés au thème de la gouvernance et de l'innovation. Le colloque a pris fin avec une soirée de gala au cours de laquelle il y a eu des remises de certificats de participation. Pierre Tebeu et Marius Seri nous font l'économie de cette soirée dans ce compte-rendu. Cette soirée de gala est le prétexte tout trouvé pour mettre fin à ce colloque soutenu par la Fondation Kedan. Dans ce beau cadre de l'hôtel Capitole à Abidjan, ils se sont réunis pour se séparer dans la convivialité après 48 heures d'intenses travaux et réflexions. Ils ont cogité, discuté, débattu, échangé autour des sujets d'intérêt liés au thème principal de ce 6e rendez-vous des chercheurs. Pour les organisateurs, ce rendez-vous d'Abidjan a été un franc succès, non seulement sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan des résolutions consignées à la fin des travaux. De ligne, on s'est parlé, on s'est écouté, on va construire tout ça quelque part et on pense maintenant aux publications que nous ferons de manière à ce qu'il soit possible pour toute personne, même qui n'était pas là, d'être capable de regarder tous ces sujets qui ont été abordés, de regarder les résolutions, de regarder toute la démarche, de regarder toutes les recettes, toutes les astuces, tous les secrets qui ont été abordés et de pouvoir l'implémenter dans son organisation. Nous sommes très contents parce que nous avons eu des participants de divers horizons et ça nous va droit au cœur avec des réflexions de haut niveau sur des thématiques relatives à la gouvernance et à l'innovation. Une soirée récréative qui clôture la 6e édition du colloque international gouvernance et innovation avec comme principal partenaire la Fondation Kedan. Sentiment de joie, mais en même temps un sentiment de devoir accompli parce que en tant que fondation qui promeut l'entrepreneuriat, nous nous engageons auprès de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs dans les universités pour leur parler d'entrepreneuriat. Le colloque sur la gouvernance et l'innovation nous a permis de faire comprendre aux jeunes
l'importance d'une bonne gouvernance, mais surtout, dans un monde totalement compétitif, l'importance de l'innovation. Les participants repartent d'Abidjan avec de nombreux acquis tirés de ce colloque. Donc j'ai eu l'honneur de participer à ce beau colloque international qui réunissait des experts à travers le monde entier. Donc c'était une très belle expérience, vraiment enrichissante. La soirée s'est achevée avec la remise de certificats de participation récompensant la présence et l'apport de chacun à ce rendez-vous de la recherche soutenu par la Fondation Keidan. Rappelons que le colloque Gouvernance et Innovation est un forum international créé par l'Université de Sherbrooke et l'Université du Québec en Outaouais. Le saviez-vous? Environ 40 ans après le planting, le bois d'EVA peut être utilisé à d'autres fins. Une observation qui a fait l'objet d'une étude menée par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. Les résultats de ces études ont été présentés au cours d'un atelier qui a rassemblé l'ensemble des acteurs de la filière. Nous témoignent Walter Kofi et Marius Seri. Premier producteur africain de caoutchouc, la Côte d'Ivoire dispose d'une superficie de plus de 700 000 hectares d'EVA. Que faire de ces centaines de millions de bois d'EVA lorsqu'ils sont en fin de vie économique, c'est-à-dire environ 40 ans après leur planting? Une problématique à laquelle le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA a tenté de répondre en présentant les résultats d'une étude sur la valorisation du bois d'EVA en bois d'œuvre et d'énergie. L'EVA ne se limite pas qu'à la production de latex, mais peut être transformé en charbon et en planche de production. C'est de l'ordre du faisable. Ça a été déjà fait en Côte d'Ivoire et encore on peut le reproduire. Le tout est de voir les conditions optimales d'exploitation, de disponibilité de ce bois-là. Et aujourd'hui, ce que nous avons appris de plus, c'est que les caractéristiques physiques, technologiques, mécaniques de ce bois-là sont pratiquement équivalents aux autres types de bois que nous utilisons pour le bois d'œuvre ou le combustible. Donc c'est dans la lancée de nos actions pour la diversification des sources de revenus des producteurs. Moi j'étais en France il y a 2 ans chez un ami agriculteur. Il m'a fait visiter sa maison et il me disait, regardez, mon escalier est fait en bois d'EVA. Donc effectivement, le bois d'EVA est utilisé fortement en Asie. Et aujourd'hui, vu que la Côte d'Ivoire occupe le premier rang africain au niveau du caoutchouc naturel et le 3e rang mondial, où la Côte d'Ivoire produit beaucoup de caoutchouc naturel, il est important que nous nous penchions sur cette spéculation basée sur le bois d'EVA. Notons que cette étude sur la valorisation de l'EVA en bois d'œuvre et bois d'énergie a été retenu en novembre 2020 lors de la planification du 4e cycle de projet pour le compte de la filière EVA pour la période 2021-2026. Ouvrons un chapitre santé dans cette édition. Le 19 juin de chaque année, la communauté internationale se mobilise contre la drépanocytose. En Côte d'Ivoire, cette journée internationale de lutte a été marquée par des activités de formation, de sensibilisation, de dépistage et de don de sang. C'est une initiative du club Lyon-Abidjan Diaspora, présidé actuellement par Dr Ismaël Patrice Achirou, artisan infatigable de la lutte contre la drépanocytose. Entre autres buts, il vise à former des soignants outillés pour booster hors de la Côte d'Ivoire cette maladie. Le compte-rendu réalisé par Mondésir Nascimento. Au centre de toutes les attentions médicales ce 19 juin 2024, la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Elle est une maladie héréditaire du sang provoquant l'arrêt de la circulation dans les capillaires due à une anomalie de l'hémoglobine. À Abidjan, plusieurs activités s'inscrivent dans le combat, mais celle qui attire l'attention particulière s'est déroulée à l'INFAS, Institut national de formation des agents de la santé. Face à la mauvaise prise en charge des drépanocytaires, Dr Ismaël Patrice Achirou refuse d'abandonner les patients au trésor de la mort à travers d'importantes activités, accompagnées notamment par la LONASI, l'INFAS, GDédition et le Centre national de transfusion sanguine. Dr Ismaël Patrice Achirou, président du Lions Club Abidjan Diaspora, a initié une séance de formation, de sensibilisation, dépistage et don de sang.
Le but est d'informer et former les étudiants de l'INFAS sur la drépanocytose et les préparer à une lutte ardue contre cette maladie. C'est vraiment la bande dessinée que nous éditons aujourd'hui par J d'édition. La drépanocytose n'est pas une maladie du sorcier, la drépanocytose n'est pas une maladie du génie, la drépanocytose n'est pas une maladie qui est induite par le paludisme. La drépanocytose est une maladie génétique, d'accord? C'est une maladie qui est récessive, qui est transmise et par le père et par la mère. Ce n'est pas la maladie induite par la femme, d'accord? C'est une maladie génétique et récessive et pour laquelle il faut que le père transmette le gène à l'enfant et que la mère aussi transmette. Voici en fait l'enfant drépanocytaire qui souhaiterait vraiment une prise en soin au quotidien. Cette lutte contre la drépanocytose est soutenue par plusieurs entités, notamment la Fondation de la LONASI et le Lions Club Abidjan Iroko, qui veulent aussi voir la drépanocytose hors de la Côte d'Ivoire. On dirait pourquoi la drépanocytose, parce que les gens savent que parmi les 5 causes sur lesquelles interviennent généralement les lions, ne se trouve pas la drépanocytose. Mais il faut savoir qu'en fonction des continents, il y a des causes aussi qui sont importantes pour les lions. Ce qu'on souhaiterait, c'est que le dépistage soit fait en salle d'accouchement à la naissance, pour qu'on puisse détecter très tôt quel enfant est drépanocytaire, quel enfant ne l'est pas. Et la prise en charge va être efficiente. Vous savez que la LONASI, à part les jeux du hasard, œuvre aussi dans le domaine caritatif et tout ce qui concerne le bien-être de la population. Et le président du conseil d'administration même de la Fondation LONASI tient à ce que cela soit exécuté en de bons termes. Soulignons que le président du Lions Club Abidjan Diaspora, Dr Ismaël Patrice Achirou et ses partenaires, une fois par mois, organiseront des dépistages et des dons de sang en Côte d'Ivoire. L'autre vœu porté par cet acteur de la santé publique est de favoriser un projet de loi en faveur des drépanocytaires. L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 6 à Cocody à Toban, a inauguré environ 1 km de bitume ce mardi 18 juin. Les travaux de bitumage prévus se limiter aux abords de l'église se sont prolongés à quelques encablures à la demande des riverains. Un acte social fortement apprécié par ces derniers qui ont pris part à l'inauguration du nouvel bitumage aux côtés des membres de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le reportage est signé Amiko Robara et c'était ici. C'est ici, à Cocody, à Toban, Cité Bad, que se dresse fièrement le temple de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Un temple en finition qui fait déjà la fierté des riverains. Vu sa dimension religieuse et architecturale qui donne une vie de modernité au quartier, les riverains ont souhaité que la communauté religieuse bitume les rues aux alentours du temple au bénéfice de tous. Depuis ce mardi matin, c'est chose faite. Un bitume de 686,20 mètres arpente les ruelles des environs du temple. Nous avons été approchés par les habitants de la communauté, nos voisins. Ils ont trouvé qu'il y avait une bonne œuvre qui se faisait et que nous devrions voir s'il était possible d'étendre cela sur une certaine distance. Donc nous avions environ 180 mètres à faire. Nous en avons ajouté encore plusieurs mètres pour pouvoir faire un ralliement avec la chaussée qui était déjà existante. Cela nous fait au total 686 mètres de route que nous avons pu construire au bénéfice non seulement de la communauté, de notre voisinage et aussi de l'État de Côte d'Ivoire. Pour nous, habitants, propriétaires et admirateurs de cette cité, c'est une joie, une grande joie, une immense fierté qui impacte très favorablement la qualité de nos vies. Témoin de la remise officielle du bitume du quartier qui abrite le temple, la direction du culte et les représentants de la mairie de Cocody ont visité l'ouvrage. L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été créée en 1820 aux États-Unis. Depuis les années 90,
Elle a officiellement déposé ses valises en Côte d'Ivoire où elle compte plus de 50 000 membres. Du 21 au 22 juin, elle organise en partenariat avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant la 6e édition de la conférence internationale sur le renforcement de la famille. Après cet acte social, je reçois à présent l'invité du JT. La 6e édition de la conférence internationale sur le renforcement des familles se tiendra du 21 au 22 juin 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan, organisée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Cette initiative vise à promouvoir des familles et des communautés plus solides. Pour parler de cette conférence, une première en Afrique francophone, je reçois sur mon plateau M. Toki Augustin, chef de service chargé des affaires financières et du patrimoine à la direction de la promotion de la famille au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Bienvenue M. Toki sur notre plateau. Merci bien monsieur. Alors, succinctement, pouvez-vous nous présenter cette conférence qui aura lieu du 21 au 22 juin 2024? Merci bien monsieur. Avant tout propos, je voudrais adresser mes remerciements à Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui nous permet d'être sur ce plateau pour parler un peu de la conférence qui concerne les familles. À cet effet, il s'agit d'une conférence sur le renforcement donc, des familles organisée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Voilà, en collaboration donc avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est une conférence laïque. Je précise bien, c'est une conférence laïque qui verra la participation des éminents guides religieux, des organisations de la société civile, des sachants comme des psychologues, des sociologues, donc qui vont essayer de réfléchir sur les questions de la famille. Donc le thème choisi cette année, donc, c'est fortifier les mariages. Voilà un peu brièvement présenter cette conférence. D'accord. Et pourquoi est-ce que le ministère accompagne cette initiative de religieux? Merci bien. Il faut souligner que le ministère tisse des partenariats avec des organisations de la société civile, des organisations religieuses, des structures privées, des entreprises, avec qui le ministère a une, je dirais, ressemblance des thématiques traitées. Donc c'est dans ce sens-là que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours convergent dans la même idée que les attributs du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous parlons de questions de la famille. Et donc, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est une organisation religieuse qui œuvre beaucoup dans le domaine de la famille. Et nous, en tant qu'institution qui encadre, qui fait la promotion de la famille, donc c'est de notre devoir de les accompagner. Voilà. D'accord. Pour cette année, le thème de cette 6e édition, c'est renforcer les mariages. Oui. Pourquoi le choix de ce thème? Oui, renforcer les mariages, le thème est vraiment évocateur parce que on se marie à tout bout de champ, on se sépare à tout bout de champ. Or, le mariage est une institution divine. Et à l'origine, l'homme et la femme doivent donc s'unir pour former la famille. Mais qu'est-ce que nous constatons? La famille est en train de subir des pressions, en train d'être attaquée de toutes parts par vraiment l'immoralité. Et donc nous voulons que vraiment cette référence, cette institution divine puisse demeurer à l'origine. Voilà, c'est pour cette raison que ce thème a été choisi. Donc du coup là on fait référence à la conférence qui aura lieu du 21, je précise du 21 au 22 juin 2024. Quel est le programme de cette conférence? Oui, c'est un programme alléchant parce que nous verrons la participation de grands hommes de Dieu du point de vue des musulmans. Le cheikh Aïdara du Mali sera là, des évêques seront là et des sommités même européennes et américaines seront là. Et c'est vraiment très important parce que nous aurons à parler de beaucoup de choses, à échanger. Donc, il y aura d'abord la cérémonie d'ouverture et puis le passage de flambeau de la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone qui va abriter la 7e édition. Ensuite, il y aura des panels qui vont consister à des échanges. Il y aura des communications
des experts dans la matière. Voilà, ce sont toutes ces activités qui seront faites les 21 et 22 juin 2024. Combien de personnes, combien de participants vous attendez à cette conférence? Cette activité a lieu au parc des expositions de Port-Bouët. Et donc, c'est un bel endroit qui peut accueillir jusqu'à 10 000 participants. Et donc, nous attendons au moins 6 000 participants. Voilà, 6 000 participants pour cette conférence. Ces participants viendront de combien de pays environ? Oui, les participants viendront de plusieurs pays et même de plusieurs continents. Il y aura des participants venant des États-Unis d'Amérique, des participants venant de l'Europe, des participants venant de l'Australie, mais des participants venant exclusivement de l'Afrique. Voilà, plusieurs pays d'Afrique seront là ce jour-là. Cela dit, est-ce que vous avez autre chose à ajouter, un appel à lancer pour la réussite de cet événement? Oui, je voudrais vraiment dire merci à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pour nous associer, pour avoir associé le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à cette activité vraiment importante. Parce qu'effectivement, nos thèmes cadrent ensemble. Et donc, nous voulons inviter toute la population de la Côte d'Ivoire à vraiment venir participer parce que les questions de famille intéressent tout le monde. Nous sommes tous issus d'une famille. Et donc, à cet effet, il y a des points de ramassage dans toutes les communes d'Abidjan. Et c'est gratuit. La participation est gratuite, le transport est gratuit. Voilà l'appel que je voudrais lancer vraiment à toute la population de Côte d'Ivoire pour assister à cette conférence sur la famille. Merci beaucoup, M. Toki Augustin. Je rappelle que vous êtes le chef de service chargé des affaires financières et du patrimoine à la direction de la promotion de la famille du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et avec vous, nous avons parlé de cette conférence. C'est un grand événement qui aura lieu du 21 au 22 juin 2024 ici à Abidjan. C'est bien cela. Merci bien. Merci et à très bientôt. Merci. Autre chose à présent, la communauté des Kamites en Côte d'Ivoire a initié une conférence sur l'importance de l'économie dans le combat Kamite. Cette activité était couplée à la remise symbolique des chèques de fin d'exercice aux membres de la communauté ce samedi à Yopougon. Le but de cette rencontre était d'expliquer à la communauté Kamite l'importance de l'aspect économique pour l'émancipation de l'homme noir. Le point avec Sandrine Kwame. La communauté Kamite veut désormais transmettre les rudiments nécessaires sur l'importance de l'économie à ses membres. C'est l'objet de cette conférence qui réunit l'ensemble des membres de la communauté Kamite de Côte d'Ivoire à son siège à Yopougon. Ils ont été entretenus sur l'économie dans le monde Kamite pour l'autonomisation de l'homme noir. Des vidéos de projection à l'époque de la ségrégation américaine pour montrer de la résilience de l'homme noir face aux obstacles économiques pour créer de la richesse leur ont été diffusés. L'homme noir n'est pas inférieur et l'homme noir a du potentiel et est capable d'exprimer son potentiel. Et donc, c'est dans ce cadre-là que certaines organisations Kamite sont nées, à l'instar de notre organisation, la communauté Kamite internationale, section Côte d'Ivoire, qui travaille dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'économie, de l'éducation et plusieurs autres domaines en dehors de ces deux domaines-là aussi. Notre objectif est de permettre à l'homme noir de comprendre l'importance de sa prise de conscience, l'importance de sa coutume, sa culture, l'importance de son savoir-faire. On ne peut pas mener un combat quand on n'a rien, on ne peut pas mener un combat quand on n'a pas d'argent, il faut être réaliste. Voilà. Et donc nous l'avons compris au sein de la communauté Kamite internationale section Côte d'Ivoire. Donc nous avons mis en place des mécanismes, des systèmes qui permettent aux différents Kamites et à tout le monde de pouvoir aussi s'enrichir. La cérémonie a été meublée par une remise symbolique de chèques des dividendes de l'entreprise de cosmétiques créée par les membres de la communauté Kamite. Cette entreprise de cosmétiques a été initiée afin de générer des fonds financiers pour l'épanouissement des membres. Dans l'optique de procéder à l'élection du président du comité d'administration ainsi que de ses membres, la mutuelle du personnel de l'université Félix Houphouët-Boigny a tenu récemment son assemblée générale élective. Une assemblée générale suivie par notre reporter Diane Kablancan.
L'Assemblée générale élective de la mutuelle du personnel de l'Université Félix Houphouët-Boigny s'est tenue pour renouveler les instances dirigeantes de la mutuelle en élisant de nouveaux membres pour le comité du conseil d'administration ainsi qu'un nouveau président du conseil d'administration. Ce renouvellement vise à dynamiser la gouvernance de la mutuelle, à améliorer les services offerts aux membres et à assurer une gestion efficace et transparente des activités de la mutuelle. Effectivement, le nouveau président qui sera élu, nous attendons à ce qu'il puisse travailler dans le sens à mettre en place une mutuelle qui puisse donc accomplir correctement ses missions. Et l'une des missions reconnues à toute mutuelle, c'est en tout cas développer la solidarité entre les différents agents, les différents membres, et faire en sorte que ces membres-là puissent entreprendre des projets qui vont dans le sens de l'amélioration de leur bien-être. Réunissant un parterre de participants lors de cette réunion, de nouveaux membres ont été élus pour rejoindre le comité du conseil d'administration et un nouveau président du conseil d'administration a été désigné. Les candidats ont eu l'opportunité de présenter leur programme et vision pour l'avenir de la mutuelle. Une séance qui a été conclue par un discours du nouveau président du conseil d'administration qui a promis de travailler avec diligence pour améliorer les services offerts par la mutuelle. Je suis fière d'être la première, la pionnière avec toute mon équipe pour cette mutuelle que nous voulons mettre en place pour le bonheur de tous. Nous avons vraiment travaillé, nous sommes engagés, nous avons fait ce que nous devions avec la grâce de Dieu et finalement nous avons été choisis pour présider aux destinées de cette mutuelle et nous espérons qu'avec nous, avec l'ensemble des mutualistes et avec l'équipe adverse, nous allons réussir à faire un travail formidable. L'Assemblée générale élective de la mutuelle du personnel de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody marque un tournant nouveau pour la mutuelle, avec les dirigeants déterminés à renforcer la qualité des services et à promouvoir une gestion plus efficace et transparente. Un mot de littérature à présent. Intéressons-nous à l'œuvre de l'écrivaine Brigitte Gbadi, sociologue de formation. Le titre de son œuvre, Le bouchon à retirer. Il met en exergue les difficultés en Afrique de pouvoir émerger et les pratiques spirituelles qui bloquent l'avenir des personnes. L'œuvre a été dédicacée récemment en présence de Enis Bogou et de Setekissi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La littérature est l'usage esthétique de l'écriture et de la parole. C'est le moyen par lequel l'écrivain communique avec le reste du monde. Elle comprend plusieurs genres dans le roman. C'est dans cette optique que s'inscrit l'œuvre romanesque Yves Kwadja ou Le bouchon à retirer de l'écrivain Brigitte Gbadi. L'auteur de cette œuvre de 89 pages décrit l'amitié forte des familles Kwao et Kwadja qui unissent Jeanne et Jean-Philippe, mais l'amour de Béatrice pour ce dernier perturbe l'équilibre. Dans ce premier livre, j'ai décrit un peu tout ce que nous vivons comme difficulté en Afrique pour pouvoir émerger, toutes nos pratiques de spirituelles qui bloquent l'avenir des personnes, qui bloquent l'élan des personnes qui devraient être des personnes comme maîtres au premier plan, mais parce qu'il y a beaucoup de pratiques, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais aussi, Yvette Kwadja, la première partie, décrit l'amitié forte des familles, cette amitié que nous n'avons plus aujourd'hui. Yvette Kwadja ou Un bouchon à retirer est une œuvre très inspirante qui donne la naissance d'une nouvelle Afrique au travers d'une femme forte. Certains participants à la dédicace de l'œuvre restent très impressionnés. Le résumé que nous avons eu de l'auteur, nous pouvons dire que c'est une femme qui va pouvoir inspirer la nouvelle génération de femmes naissantes en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier aussi. Ces femmes fortes, ces femmes courageuses qui non seulement sont équipées au niveau familial, comme je l'ai dit, au niveau matrimonial, mais qui sont aussi équipées au niveau intellectuel. Diplômée en sociologie, Brigitte Gbadi s'engage dans le développement social et la promotion de la femme.
Elle utilise sa plume pour partager ses idées et ses expériences tout en explorant différentes formes d'expression artistique. Facture d'électricité qui trouble le sommeil des populations, difficultés avec les différents services de la CIE. Voici autant de problèmes que les populations rencontrent au quotidien. Face à toutes ces difficultés, l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire est en tournée d'information et de sensibilisation des populations dans la région du Gontougo. Le point avec Anissé Kouadio. Facture d'électricité qui trouble le sommeil des populations, difficultés avec les différents services de la CIE, tels sont autant de problèmes que les populations rencontrent au quotidien. Face à toutes ces difficultés, l'ANARECI, l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, se rapproche des usagers du service public de l'électricité pour la défense de leurs droits à travers un séminaire d'information et de formation des membres du corps préfectoral, des directeurs et chefs de services et des populations de la région du Gontougo. Objectif, sensibiliser les populations sur les missions de protection des intérêts des consommateurs d'électricité et de règlement des litiges entre la CIE et les usagers dévolus à l'ANARECI. L'ANARECI a un devoir de règlement des litiges et une voie de recours lorsque leurs droits sont lésés par rapport à la CIE. L'ANARECI a présenté entre autres ses missions de protection des intérêts des consommateurs d'électricité, le processus d'accès aux services de l'ANARECI, la gestion des litiges entre le consommateur et le concessionnaire de la CIE. C'est une initiative à encourager pour les autres régions de la Côte d'Ivoire afin que tout un chacun, ivoirien et consommateur d'énergie électrique en Côte d'Ivoire, puisse au mieux savoir les aptitudes à avoir dans les différents cas de situation qui leur sont donnés d'avoir au quotidien. L'ANARECI, c'est vrai qu'elle travaille en synergie avec la CIE, mais elle n'est pas très connue. Donc ce genre de sensibilisation, c'est bon. Ça permet à la population de connaître un peu les différentes missions de l'ANARECI. Le préfet de la région du Gontougo a exhorté les responsables de l'ANARECI à décentraliser ses services sur le territoire national pour mieux vulgariser les actions de la structure. La décentralisation, sinon la déconcentration de votre service au niveau régional pour le rendre plus accessible aux usagers. À travers cette tournée nationale, l'ANARECI poursuit sa dynamisation du rapprochement de ses services des usagers du service public de l'électricité et recueille les préoccupations ainsi que les difficultés des consommateurs des différentes localités du pays. Nous poursuivons en images. Le gouvernement kenyan a prévu un budget d'environ 125,3 millions de dollars pour les projets dans le secteur de l'information, de la communication et des technologies au cours de l'exercice financier 2024-2025. Le budget prévoit notamment 8,5 millions de dollars pour les services partagés du gouvernement, 5,4 millions de dollars pour l'autoroute numérique, 17,7 millions de dollars pour l'Institut avancé des sciences et technologies du Kenya, pour ne citer que ses futures réalisations. Pour rappel, le budget 2024-2025 d'ETIC affiche une hausse par rapport aux 108,4 millions de dollars de l'année 2023-2024. Et fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.